Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Je vais commencer en vous faisant injure, je ne le referai pas après, mais je vais simplement vous lire quelques paragraphes très courts tirés du deuxième volume des récits des marais rwandais, une saison de Machette. Je vais vous les lire parce que peut-être certains d'entre vous n'ont jamais lu Jean Hatzfeld, et si vous ne l'avez pas lu, c'est difficile de comprendre en fait ce dont on va parler et comment nous allons nous interroger ensuite sur la traduction des récits de ce génocide. En 1994, entre le lundi 11 avril à 11h et le samedi 14 mai à 14h, environ 50 000 Tutsis, sur une population d'environ 59 000, ont été massacrés à la machette tous les jours de la semaine, de 9h30 à 16h, par des miliciens et voisins Hutus sur les collines de la commune de Nyamata au Rwanda. Voici le point de départ de ce livre. Vous allez entendre 3 paroles de tueurs. Élie. Personne ne peut avouer l'entière et pénible vérité, ni maintenant, ni jamais. Personne ne peut prononcer tous les mots exacts de ces méfaits, sauf à se damner au regard des autres. Et ça, c'est trop grave. Mais un petit nombre commence à raconter des bouts terribles pour faire pénitence du sang qu'ils ont giclé, sans crainte de se montrer plus punissables. Cela défriche un chemin de sincérité. C'est grand-chose. Sur les collines ou dans la prison, la vérité propose sa part à tous les participants. Les survivants obtiennent la plus large en conséquence de ce qu'ils ont enduré, c'est normal. Les épouses Tutsis préservées, les caméramans internationaux, les militaires reçoivent les leurs. Mais s'il manque la part de vérité des fauteurs, les révélations sur ces tueries vont ronder sans fin. Les fauteurs savent plus que des souvenirs élémentaires, plus que des précisions sur l'arrangement des choses. Ils ont des secrets dans l'âme. Ignace. On les appelait cancrelats, nom d'un insecte qui ronge les vêtements sans jamais le quitter, et qu'il faut bien écraser pour s'en débarrasser. Nous, on ne voulait plus aucun Tutsi sur les parcelles. On entrevoyait une existence sans eux. D'abord, on était favorable à se débarrasser d'eux sans toutefois les tuer. S'ils avaient accepté de quitter vers le Burundi ou d'autres destinations propices, ils auraient emporté leur vie sauve. Et nous, on n'aurait pas accumulé les fatalités des massacres. Mais ils n'entrevoyaient pas de vivre là-bas sans leur tradition ancienne et leurs troupeaux de vaches. Ça nous a poussés vers les machettes. Les Tutsis avaient accepté tellement de tueries sans jamais protester, ils avaient attendu si souvent la mort ou les mauvais coups sans élever le ton, que d'une certaine façon, on a pensé en notre fort intérieur qu'il leur était fatal de mourir ici et maintenant tous ensemble. On a pensé que puisque ce boulot ne rencontrait aucune contrariété, c'est bien qu'il devait être fait. Cette pensée nous a aidés à ne pas penser au boulot. Par après, on a su comment ça s'appelait. Mais entre nous, dans la prison, on n'utilise pas ce mot. Et le dernier, Léopold. Quand les Tutsis se faisaient attraper, beaucoup mouraient sans mot dire. Au Rwanda, on dit « mourir comme un agneau » dans la Bible. Il faut dire qu'au Rwanda, il ne se trouve pas un mouton pour en connaître le cri. Ça nous touchait parfois péniblement qu'ils attendent la mort sans crier. Le soir, on se posait des questions ensemble, on se répétait « pourquoi ces gens qui vont quitter ne protestent pas? Pourquoi ils ne demandent pas grâce ?» Les encadreurs prétendaient que les Tutsis se sentaient coupables du mal d'être Tutsis. Des Intera Amoué répétaient qu'ils se sentaient fautifs des malheurs qu'ils nous avaient apportés. Moi, je savais que ce n'était pas vrai. Les Tutsis ne demandaient rien parce qu'ils ne croyaient plus aux mots dans ces moments fatals. Ils ne croyaient plus aux cris, comme des animaux effrayés, par exemple, qui hurlent par-delà les coups mortels pour se faire entendre. C'était une tristesse toute puissante qui les emportait. Ils se sentaient abandonnés de tout, même de ce qu'ils pouvaient dire. En quelques mots d'introduction, vous savez sans doute que les récits
des Marais rwandais ont paru en France en 2000, 2003 et 2007. Il y a eu d'abord le livre entièrement consacré à la parole des rescapés, Dans le nu de la vie. Puis ensuite, il y a eu une saison de Machette qui était consacrée au récit des tueurs. Et puis, après une saison de Machette, il y a eu les procès de la justice rwandaise et 40 000 des tueurs ont été libérés de prison. Et à ce moment, Jean Hatzfeldt est retourné au Rwanda pour regarder, écouter ce qui se passait avec le retour des tueurs dans les villages des rescapés. Alors, comme vous allez le voir, en fait, le livre est entièrement un problème de traduction, à commencer par en français. Alors pourquoi, en deux mots là aussi, je suppose que vous situez le Rwanda. C'est un pays qui était sous domination coloniale belge, qui a connu son indépendance officiellement le 1er juillet 1962. C'est un pays où l'on parle maintenant trois langues officielles, le Kinyarwanda, le français et l'anglais. À l'époque, on y parlait le français et la langue rwandaise. Et donc, Jean Hatzfeldt, menant ce travail quelques années après le génocide, qui a lieu, comme je vous l'ai lu, entre avril et juillet 1994, Jean Hatzfeldt interroge les rescapés dans un premier temps. Ils sont au nombre de 14 de mémoire. Il y en a 5 qui parlent français et les autres parlent la langue rwandaise et sont traduits par les 3, et en particulier un, Innocent, qui va ensuite traduire les tueurs, qui les traduit en français. Tout est enregistré. Je crois que la méthode a de l'importance. Tout est enregistré, tout est retranscrit. Et si on prend le premier livre, Dans le nu de la vie, Jean Hatzfeldt, au départ, a l'équivalent de 30 fois le volume que les uns et les autres vous avez peut-être lu et que nos amis ici ont traduit. Autrement dit, toutes les phrases qui sont dans ces livres ont été prononcées par les rescapés ou par les tueurs, mais évidemment, le travail de l'écrivain a consisté à élaguer, retirer, épurer les textes jusqu'à parvenir à ces livres. C'est donc à la fois un travail de traduction, et puis aussi évidemment un travail littéraire, un travail d'assemblement de ces récits, d'organisation des récits. Donc en fait, je crois qu'une des raisons pour lesquelles Jean Hatzfeldt est heureux qu'on parle sans lui, c'est que nos questions autour de la table cet après-midi vont l'auraient renvoyé et le renvoie lui-même à la question perpétuelle de sa propre méthode de travail. Je crois que ceci vous donne le cadre et j'ai déjà été trop longue. Juste vous dire, pour finir, que les livres de Jean Hatzfeldt ont été traduits, selon les livres, dans 10 à 13 langues. Alors, aussi bien le polonais, le suédois, le russe, il a été traduit en Chine, au Japon, aux États-Unis, en Italie, en Espagne, mesdames, bien sûr, grâce à vous, mais aussi en catalan, au Portugal, au brésilien, c'est-à-dire que toutes ces langues et tous ces traducteurs ont dû se poser la question de savoir comment retranscrire une langue dont vous avez entendu à la fois, parce que je vous l'ai dit, que c'est pour une part des traductions en français, et d'autre part une langue dont vous avez entendu aussi que c'est un français très particulier, c'est-à-dire même quand il parle français avec et on va en parler, avec des images qui sont tout à fait propres à la langue rwandaise, qui lui donnent toute sa poésie, mais aussi avec des mots qui n'existent pas dans le vocabulaire courant français. Alors comment vous avez fait avec tout ça? Je dois dire que la curiosité était très forte quand Bernard m'a proposé d'animer cette rencontre. Je me suis dit immédiatement, voilà, toutes ces questions que je ne me suis jamais posées, grâce à vous tous, je vais pouvoir me les poser aujourd'hui et les poser à nos amis. Et je voudrais commencer par une question toute simple. Je voudrais vous demander si ça a été très éprouvant de traduire ces livres. Alors, pardon, je précise, certains ont traduit toute la trilogie. Marie a traduit une saison de Machette, c'est pour ça que nous attarderons plus particulièrement sur une saison de Machette. Mais voilà, est-ce que ça a été très éprouvant
de traduire ces livres et comment, Anna, la traduction, donc les livres, ont agi en vous? Si, ça a été très éprouvant. Je me suis payée presque une dépression nerveuse après la traduction d'une saison de Machette. J'ai eu la chance de pouvoir m'installer à Paris pendant 3 mois grâce à une bourse du Centre national du livre. Je cite ça parce que j'aurais pas été probablement en mesure de comprendre les nuances. Ma connaissance du français hexagonal ne me permettait pas, franchement, à ces moments-là de ma vie, de comprendre des nuances, surtout la valeur un peu sémantique à plusieurs niveaux d'un mot. Et j'ai pu faire ça grâce aussi à Jean Hatzfeld, qui, avec une patience extraordinaire, a répondu à mes questions. Donc, j'introduisais, on avait des séances de questions de ma part. Et donc, je ne sais pas si ça a répondu. On va revenir au travail. Maria, éprouvant? Oui, éprouvant, bien sûr, mais ce n'était pas la première traduction éprouvante à laquelle que je devais aborder. Donc, je m'étais déjà fait quand même une espèce de composition, c'est-à-dire que le traducteur n'est pas le lecteur. C'est-à-dire que chez le traducteur, il y a le lecteur d'une part, mais il y a le traducteur d'une autre part. Et ce que le lecteur doit ressentir et ressent, le traducteur doit essayer de l'écarter. Donc, comme lectrice, évidemment, ça a été un livre dur à lire, comme bien d'autres que j'ai traduits avant et après. Mais comme traductrice, j'ai essayé de faire quand même un peu le vide, parce que ce n'était pas mon émotion qui devait passer dans le texte, mais justement, dans ce livre-là, aucune émotion. Parce que l'auteur l'exprime de façon très claire dans un des chapitres. Les tueurs parlaient sans aucune émotion de vie quotidienne. Le matin, on se levait, on déjeunait ci et ça, on travaillait à telle heure. Donc, ce qu'il fallait justement, c'était traduire cette froideur-là. C'est l'important du livre pour moi, c'était la froideur des personnes qui parlaient. Donc je ne pouvais pas m'hasarder à tomber dans mes sentiments personnels, et j'ai essayé de ne pas le faire, de traduire avec... comme personne, j'étais évidemment, disons, blessée, mais comme traductrice, je me suis forcée à avoir une grande neutralité par rapport au travail. Jacek. En Pologne, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, ces livres ont paru dans le sens un peu différent, parce que le premier, qui était traduit et publié en Pologne en 2009, c'était La stratégie des antilopes, qui en fait c'était le dernier livre de la trilogie. En Pologne, on a commencé par ça parce que c'était le livre qui a eu plusieurs prix littéraires importants. Donc, on a commencé par ça. Puis ensuite, je traduis aussi Dans la nuit de la vie et La saison des machettes. Donc aussi, ma vision de cette trilogie est un peu différente parce qu'effectivement, je ne les ai lus pas avant dans ce sens dans lequel ce livre a été écrit. Mais si on parle de trauma de traducteur, ce qui est étonnant dans ce livre, c'est qu'il y a les images affreuses, effectivement. Tout de suite, on voit quelques images comme ça. Tout le monde se cache. Ou il se cache dans le marais, où il reste toute la journée allongé, se cachant parmi les roseaux. Sauf si un enfant crie, alors là, c'est perdu. Parce que ça dure jusqu'à 16 heures, comme le travail, quoi. Les tueurs, ils arrivent là, avec les chants sur les lèvres, avec leurs machettes sur les bras, et ils commencent le travail. Puis ils rentrent pour se saouler. Et enfin, ils mangent à leur faim aussi, parce qu'il y a les vaches des Tutsis qui peuvent manger. Et non, avant, il n'y avait pas de vaches à manger. Et en même temps,
à côté de ces... Il y a un monsieur qui refuse de se cacher. Toute la famille dit, écoute, il est vieux. Viens avec nous, on se cache. Non, j'en ai marre. Je reste. Il est resté sur sa chaise devant la maison. Et le soir, la nuit, quand sa famille est quand même pu peut-être rentrer un peu à la maison parce que les Hutus sont allés faire la fête. Ils l'ont vu assis sur la chaise sans tête seulement, pas bouger de place. Il y a des images comme ça. Il y a plein d'images comme ça, que ça en fait. Mais en même temps, il y a tout à coup, on lit des phrases parce que c'est les gens qui parlent, c'est les rescapés qui parlent. Il y a une femme qui commence son récit par une phrase. Il dit que ça commençait, il y avait déjà des inquiétudes dans l'air, il s'est passé quelque chose, c'était pas très clair. Mais elle a dit, on enveloppait nos angoisses dans les feuilles de silence. Alors, c'est très beau. Et ça vient de la langue, justement. Et c'est ça, en fait, ça devient poétique. Et est-ce que non, gardez le micro pendant que vous y êtes. Est-ce que le fait de traduire pour une grande part les récits portés par d'ailleurs les tueurs comme les rescapés, est-ce que ça pose aux traducteurs des problèmes éthiques particuliers par rapport à la traduction de ce qu'aurait pu être finalement un livre de Jean Hatzfeld mettant dans sa propre bouche les récits qui lui ont été rapportés? Je me rappelle que mon très grand souci était d'écrire ça dans la langue polonaise, de l'ancrer dans la langue polonaise, en fait, pour que ça sonne vrai, pour trouver... Et c'était facile, dans un sens, parce que c'est les paysans qui parlent. Alors, la culture paysanne, elle est encore vivante en Pologne. Même cette ancienne, elle est encore vivante. Ça commence à disparaître, mais ça existe encore. Moi, je la connais. Et là-dedans, il y a cette richesse et cette poésie. Et quand on ressort de la langue polonaise, cette poésie-là, si c'est possible, ou alors c'est le langage simple, mais de la campagne, ça commence à être... ces blacks sont blancs, dans un sens. Et peut-être c'est ça l'objectif. Maria, les questions de responsabilité du traducteur quand il est face à des récits comme cela? Oui, c'est une question que je me suis posée il y a très très longtemps, du moment que je traduis depuis il y a très très longtemps. Si jamais je traduirais un livre qui vraiment ferait l'apologie d'idées que je ne partagerais pas. Pas tellement que je ne partagerais pas, mais que je trouverais vraiment, disons, nuisibles. Parce qu'il y a souvent des auteurs dont je ne partage pas les idées, mais je traduis volontiers, sans problème. Mais si on me demandait de traduire un livre, je me suis demandé il y a très longtemps, où vraiment en face, ce livre propage des idées que je rejette éthiquement, ou si je le traduirais, et finalement j'ai décidé que non. Donc finalement, je n'ai jamais traduit de livre. Si, une fois, il y a quelques années, il y en a un roman que j'ai traduit parce que je me suis engagée trop à la légère. Quand j'ai commencé à traduire, je me suis rendu compte que je détestais les idées que l'auteur exprimait, mais je ne pouvais plus me dégager de mon contrat. Mais à part ça, alors pour la saison de Machette, finalement, pourquoi avoir un rejet éthique du moment que le livre, justement, ce qu'il fait, c'est exposer ce qui s'est passé et finalement l'attaquer ou le mettre en évidence. Donc il fallait justement le traduire. Non, je pensais en l'occurrence à la responsabilité de la restitution d'une langue portée par des acteurs ou témoins. C'est-à-dire c'est pas simplement un texte de littérature, c'est aussi un texte de littérature qui intègre des paroles de gens qui ont vécu ce génocide. Mais évidemment, ces paroles étaient tellement claires contre ces personnes-là, elles les rendaient tellement haïssables que justement, c'est ce qu'il fallait faire, c'est faire connaître à tout le monde la façon dont ces personnes envisageaient, avaient vécu cela et en parlaient. Donc c'était un travail pour moi très très progressiste même, de faire connaître la façon de s'exprimer les tueurs. Mais pas d'inquiétude particulière sur le fait de manquer la traduction en raison précisément du fait que vous avez porté dans vos langues la parole de gens qui ont vécu ce génocide. Oui, mais disons qu'on l'a porté pour la bonne cause. Donc il n'y a pas de problème. J'en doute pas. Non, pas du tout.
Donc, ça n'a pas été un problème, c'était même été je me sentis très honorée de pouvoir être le véhicule, le porte-voix de ce livre. Anna? Dans mon cas, j'ai ressenti une grande responsabilité par rapport à la nécessité de ne pas désactiver les mots, ce qui a été cité hier. C'est comme quand on passe, parce que les gens qui connaissent, les personnes qui connaissent le livre vont s'apercevoir, le livre est composé de façon très intéressante entre des parties où Jean Hatzfeld parle en première personne et il explique. Ce sont des chapitres d'explication, ce qui est très intéressant parce que sinon on ne comprend pas le contexte. Et puis, des chapitres qui ont des titres, par exemple, regrets et remords, et Dieu dans tout ça, et les travaux, non ? Et il n'y a pas des questions, il n'y a que les gens qui parlent, en prise directe. Et quand on passe, quand on est traducteur, des chapitres de gens, enfin des chapitres dans une langue, au chapitre où ces gens parlent, j'avais la sensation de traduire quelque chose de très lourd. Bon, qui avait un poids spécifique très élevé. Et du coup, j'avais une grande sensation, c'est comme si je touchais quelque chose qui brûlait. Et oui, ça m'a donné de grandes angoisses de ne pas aplatir ça, de rendre compte, donner aux autres la sensation de cette lourdeur faite aussi de mort, de violence, de gens qui s'étaient exprimés. J'avais cette sensation d'avoir un poids, de traîner un poids, et qu'il ne fallait pas se tromper, c'est plutôt naïf, mais de faire en sorte de faire de son propre mieux pour ne pas désactiver les mots, pour ne pas passer un fer à repasser, pour que ça soit trop compréhensible au détriment de cette langue un peu gluante et glissante que, à mon oreille en tout cas, a été le français rondais, que je ne connaissais pas, où il y avait des mots mystérieux comme tuer quelqu'un au fusil, c'est moins touchant que tuer à la machette. Et donc, évidemment, en discutant avec Jean Hatzfeld, qui m'avait expliqué, évidemment, j'avais imaginé ce que ça voulait dire, mais dans le verbe touchant, il y a, oui, c'est touchant, ça fait bien, mais au fusil, je vous rentre pas dedans avec une lame. Et comment faire passer ça en italien, où on n'a pas un terme qui recouvre les deux sens? Et donc, j'avais décidé de traduire en deux parties. Donc, j'ai dit quelque chose qui est meno impressionnante, parce que non ti tocchi, tu ne touches pas, et donc ça fait moins. Voilà, c'est un exemple. Alors, on va parler de la... Et je m'empresse de dire qu'on va faire en sorte que vous puissiez intervenir à plusieurs moments de cette rencontre. Avant de parler peut-être de la langue qui a été traduite, que vous avez traduite, de la langue rwandaise, attardons-nous sur la traduction des termes du génocide. Parce que là, on est face à un événement unique par nature et qui a créé son propre vocabulaire, qui est un vocabulaire que l'on n'utiliserait pas en français. Les fauteurs, les intimidateurs, sans compter le choix de Jean Hatzfeld de garder certains termes. Je vous en ai lu un, le nom des brigades extrémistes Hutus n'est pas traduit en français. Donc il y a des termes qui viennent dire ce génocide-là, qui n'existaient pas avant, qui n'existeront pas après. Comment vous vous êtes débrouillé de ça, par exemple en polonais ? Parce que là, vous ne traduisez pas du français. Qu'est-ce que vous traduisez, en fait ? Ouais. Non, je ne pense pas qu'il y a eu un problème là, de ce côté-là, je veux dire. Je ne pense pas. Mais comment vous faites ? Vous inventez... Est-ce que vous avez créé dans votre propre langue des mots dérivés du polonais habituel, comme ces mots-là sont dérivés du français classique ? Mais quels mots, par exemple ? Les intimidateurs.
Des intimidateurs. Par exemple, quand les victimes disent, parlant des assassins, ils utilisent parfois le terme de malfaiteur. Alors là, je prends un autre exemple d'un mot qui existe, le malfaiteur, mais qui, dans le français courant, n'a pas du tout la charge qu'ils y mettent. Le malfaiteur, c'est rien à côté de... Intimidateur, je ne me rappelle plus quel mot j'ai utilisé. Effectivement, ça pose un problème que j'ai dû résoudre, mais je ne me rappelle pas comment je me suis sorti, mais forcément, j'ai dû m'en sortir. D'où ça vient cette histoire de cette langue spécifique et nouvelle? Parce que je crois que Jean Hatzfeld, il était tout étonné, d'ailleurs il part de ça, que lui, quand il est arrivé à Rwanda, c'était après les événements. Ça s'est fini au mois de mai, ça dure un mois et demi, ça dépend. Puis il est venu après, et il a vu, comme tous les reporters du monde entier, parce qu'ils ne pouvaient pas venir sur place. Et quand ils sont venus, Jean Hatzfeld, il raconte qu'il a vu des milliers de gens qui partaient à l'étranger, qui partaient se cacher dans les autres pays, au Congo par exemple. C'était les Hutus. Et il pensait donc que c'était un exode, que ce sont les victimes, en fait. Ils les ont pris pour les victimes qui se sauvent. C'est Hutus qui partaient après le génocide qu'ils ont perpétué. Donc après, quand ils se retrouvaient sur place, où il y avait quelques rescapés qui sont restés, puis les autres sont revenus après 1 an, après 2 ans, et puis ils sont allés en prison. Après, ils ont été libérés de la prison. Je crois que, et là, Hatzfeld, il se pose des questions absolument fondamentales. Ce chapitre qui apparaît là, où est le Dieu dans tout ça? Et tout le monde se pose cette question là-dedans. C'est pas forcément Dieu, mais le sens. Quel est le sens de tout ça? Et les victimes en parlent, et les tueurs, pareil, ils posent cette question aussi. Les victimes disent souvent, c'est ça qui enrichit la langue. Je veux dire, c'est pas difficile à traduire, mais comme ces femmes paysannes, souvent elles disent ça. La vie m'a laissé à côté. Le temps m'a laissé derrière lui. Souvent comme ça, ils s'expriment, comme ils s'étaient exclus de la vie. Ouais. Souvent des expressions comme ça. Je me tiens à l'écart. Je me tiens à l'écart. Côté à côté. Oui, ça c'est la particularité de la langue, mais appliquée à la guerre et au génocide, par exemple, les rescapés parlent d'eux comme rescapés, alors que les tueurs disent les survivants. Et on voit bien la différence. Donc, vous heurtez aussi à des niveaux de langage qui sont évidemment pas des questions de niveau de langue, mais des questions parfaitement politiques. C'est pas pareil de se considérer comme un rescapé ou comme un survivant, et c'est pas pareil de caractériser quelqu'un de rescapé ou de survivant. Est-ce que ça, Maria, pour vous, ça n'a pas non plus été un problème? Non, parce qu'en espagnol, il y a des équivalents parfaitement valables. Donc, et même les mots, comme vous parliez d'intimidateur tout à l'heure, l'étrangeté disons, la nuance de sens un peu différent, même le mot intimidador en espagnol, que je sache, c'est un mot qui peut se former d'une manière correcte, mais qui n'existe pas, qu'on ne trouverait pas dans un dictionnaire. Je crois que je n'ai pas regardé. Enfin, aussi, je l'ai regardé il y a 10 ans, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, ce n'est pas un mot habituel, mais ce n'est pas un mot qui choque dans la langue, qui suppose une effraction de la composition normale de la langue. Et du moment que c'est un mot aussi qui est utilisé dans un sens très particulier, il le frappe également en espagnol qu'en français. Donc vraiment là, j'ai pas eu de problème parce que ça rentrait bien dans l'espagnol. Justement, les mots qui avaient un sens différent, on pouvait vraiment trouver juste l'équivalent sans peine en espagnol. J'ai de la chance peut-être avec les deux langues, c'est possible. En fait, c'est pas la difficulté des mots ou de traduction de certaines expressions. C'est plutôt, surtout dans la saison des machettes, quand c'est les tueurs qui parlent. Hein, on leur donne la parole. Ils ont accepté à un certain moment. Ils sont prisonniers à ce moment-là quand ils parlent.
enregistraient leurs histoires. Et quand ils parlent, on se demande plutôt... on est choqué, c'est vrai, tout simplement on est choqué. Il faut savoir aussi que la plupart de ces gens-là, c'est les gens qui n'ont aucune culture. Bah, ils ont une culture paysanne, très belle peut-être à développer, mais ils n'ont aucune école derrière. Ça qui est frappant, on a parfois affaire à des gens qui parlent, qui racontent les choses incroyables, dans leur état d'esprit spécifique. Et les gens qui ont tué des centaines de gens, chaque jour ils tuaient. Ils devaient tuer parce que sinon ils seraient tués à leur tour aussi. Et ils l'ont fait volontiers quand même, la plupart du temps. Et il y a un monsieur qui dit chez nous, la machette, c'est inutile de travail. Hein, on coupe le maïs. Mais couper le maïs, c'est plus facile que couper un tutsi parce qu'il bouge. Il se pose des questions comme ça, ce qui est plus difficile. Donc là, effectivement, c'est choquant, quoi. On trouve souvent l'expression, Anna, par exemple, les rescapés, les femmes rescapées parlent à plusieurs reprises de guet-apens de sexe ou de traquenards de sexe, qui évidemment veut dire qu'elles ont été violées. Forcé. Alors, elles disent aussi, certaines disent forcées, ce qui est un autre terme. Il y a des séances de filles forcées. Il y a ça aussi. Et Jean Hatzfeld me disait, là, il y a quelques jours, il y a des traducteurs qui ont pensé qu'il fallait dire violer. Alors, entre traduire guet-apens de sexe, violer, ou traduire guet-apens de sexe, qui est quand même une formule très curieuse. Où va votre préférence? C'est justement d'essayer de ne pas passer un fer au passé sur les choses. Donc, je me souviens que les tueurs, quand il s'agit de parler de viol, ils disent des bagatelles. C'est très intéressant par rapport aussi aux non-dits ou à des mots glissants. Justement. Donc, et on ne parlait pas, à la fin de la journée, on parlait évidemment de la récolte, parce que les gens tués, c'était aussi une récolte, parce qu'une saison de machette, c'était une saison agricole. Et on parlait aussi évidemment des bagatelles dans les papyrus. Donc au début, je disais à Jean, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de bagatelles dans les papyrus? Donc évidemment, il m'a expliqué. Et du coup, tu commences à rentrer dans la psychologie des tueurs. Un autre terme extraordinaire, c'est les familles éprouvées. Les tueurs parlent de familles entières massacrées, tuées, coupées. Ils disent coupées. Ce que j'ai essayé de garder en italien, parce que les familles tagliate, ça ne veut rien dire. Enfin, mais tagliate a pezzi, si. Donc, il faut préciser que c'est le grand terme qui est utilisé dans le vocabulaire du génocide. C'est coupé. On utilise le terme approprié à l'utilisation des machettes. Hein. Donc on coupe les gens. Comme on coupe, et ça, pour le coup, tous parlent comme ça. Oui, aussi bien les rescapés que les tueurs. Les tueurs. Et donc les familles éprouvées. Je me souviens qu'avec Hatzfeld, on disait, il faut le faire, de dire une famille éprouvée. On avait massacré la mère, le père, les enfants. Il n'y avait plus personne. À coup de machette, et les familles s'étaient éprouvées. Et donc, évidemment, les familles provate, ça pouvait passer en italien, parce qu'on peut, après, je ne sais pas, un tremblement de terre, tu as les survivants et les gens sont éprouvés. Mais ce n'est pas du tout pareil. Donc, j'ai essayé de laisser les familles provate o colpite, qui sonnent bizarrement. Tu te dis en italien, qu'est-ce que c'est que les familles provate? Mais je fais confiance au lecteur, parce qu'il ne faut pas penser que le lecteur n'y arrive pas. Les lecteurs, c'est des gens très intelligents. Il faut être humble et leur donner la possibilité de faire les ponts entre les choses et ne pas dire oh oui, mais les gens ne vont pas comprendre, du coup, je vais expliquer. C'était très important d'éviter la dérive de l'explication. Sauf, il y a des moments où, franchement, je disais, non, les gens ne vont pas comprendre. Mais en général, je penchais plutôt vers un petit brouillard qui entourait les mots
au détriment de la compréhension, de la clarté, mais au profit de cette langue glissante que je voulais essayer humblement de garder. Alors vous avez travaillé les uns et les autres très différemment, puisque certains ont beaucoup posé de questions à Jean Hatzfeld, et j'aimerais bien savoir quel genre de questions, d'autres pas du tout, d'autres ne se connaissaient, Maria, vous ne le connaissez pas. Alors, Jacek, est-ce que vous aviez des questions à poser à l'auteur des livres ? En retournant encore au livre, hein, juste une phrase. Effectivement, comment c'est composé ces 3 livres, en fait, pareil, d'une manière semblable. C'est-à-dire qu'il y a les récits des rescapés ou les récits des tueurs. Et de temps en temps, il y a les descriptions de paysages africains, de Rwanda, parce que Hatzfeld, il est amoureux de ce pays, visiblement, ça se sent. Quoi. Mais c'est magnifique. Hein. Ces descriptions de paysages... Le pays des 1000 collines, c'est vraiment un pays très vert de 1000 collines. Qui est paradis... C'est un paradis, je ne vais pas dire... Oui, paradisiaque. Qui a les arbres. Et il connaît tous ces arbres-là, les noms, les oiseaux, qui font des nids, des nids en forme d'une boule énorme qui font 1 mètre de diamètre parfois. Et il y a trentaine d'oiseaux qui vivent dedans. Je ne rappelle plus le nom en français de ces oiseaux. Non plus. C'est africain, quoi. C'est des petits oiseaux, quelque chose comme ça. Donc il décrit ça, leur chant. Et là, on se retrouve dans un paradis. Et tout à coup, paf, une telle personne parle. Dans ce paradis, ce qui se passe tout à coup, c'est incroyable. Hein. Et à part ça, il y a encore des petits passages, mais c'est rare, heureusement, j'oserais dire, où Jean Hatzfeld fait une petite comparaison entre ce qui se passe au Rwanda avec le génocide juif pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, pour moi, c'est un peu académique, donc je trouve que c'est parti un peu... bon, c'est 1 ou 2 pages de cette comparaison, pour montrer un peu quand même ce lien qui est visible, de toute façon. Et qui est la raison pour laquelle il s'est intéressé au Rwanda quand même, et il a fait tout ce travail. Hein. Absolument. Mais je crois que ce travail l'a touché à tel point, parce qu'il a commencé en 1994. 6 mois après. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc ça l'a tellement attiré, ça l'a tellement... qui s'est enfoncé là-dedans, mais complètement. Maintenant, il est au Rwanda. Quand il était à Varsovie pour récupérer son prix, bon, en venant à Varsovie en 2010, il ne savait pas. Vous nous disiez quel est le prix. Le prix Ryszard Kapuściński, qui est attribué en Pologne au reportage, parce que Ryszard Kapuściński, c'est un grand reporter polonais, mondialement connu, il est mort. Donc il y a un prix Ryszard Kapuściński attribué chaque année en Pologne, la première fois en 2010. Et pour le reportage choisi, traduit en polonais cette année-là, en 2009, donc en 2010, ils ont contribué les prix. Il y a 50 livres dans le concours. Après, il y en a une vingtaine, après il y a 10, après il y en a 5. Quand il y avait 5, Jean Hatzfeld était invité à Varsovie, il est venu à Varsovie. Moi aussi, j'étais là. Et ce prix récompense l'auteur aussi bien que le traducteur, ce qui est bien, je trouve, quand même. Oui, il faut. 2 fois. Et donc, parce que Ryszard Kapuściński, en tant que reporter, il se rendait bien compte de l'importance de la traduction. Il le savait bien parce qu'il était traduit dans toutes les langues du monde. Donc, il savait bien que le livre mal traduit fait que l'écrivain n'existait pas sur le marché d'un tel pays. Et quand le livre est bien traduit, souvent ça arrive qu'il y a les auteurs qui sont très populaires dans un pays, mais c'est à cause d'un bon traducteur. Dans un autre pays, ils passent inaperçus. Pourquoi ? Parfois, ça peut être comme ça. Et donc, il a eu ce prix. Il est venu à Varsovie, Jean Hatzfeld, comme ça, on a pu faire notre connaissance. Et je me rappelle qu'il est arrivé à Varsovie de Paris. Il se promenait partout à Varsovie avec un sac en plastique, un peu usé. Et toujours. Et oui. Il était comme ça, il était tellement, je sais pas, modeste ou simple. Je me rappelle aussi une mode comme ça à Paris dans les années 80, où j'ai vécu à Paris encore, où les gens, il y avait certaines, parce qu'il y avait une crise, la crise elle arrive tous les 5 ans, et c'était la mode de se promener avec les
les sacs en plastique des grands magasins. Et il a fait pareil, quoi. Ça m'a touché. Il était tellement modeste, je dirais. Et quand il a appris, parce que c'était une grande fête à Varsovie, l'attribution du prix Richard Kapuscinski, c'était la première fois, en 2010. Et il a dit tout de suite qu'il est très content parce qu'il va, cet argent qu'il a gagné grâce à ce prix, il va le prendre, il va distribuer au Rwanda à ses amis. Parce qu'il est là, il vit là-bas, en fait, depuis 20 ans. Et alors, le traducteur et l'auteur qui ont ensemble eu le prix, ils ont travaillé ensemble ou ils n'ont pas travaillé ensemble? Non, c'est-à-dire que je pense que l'œuvre d'art littéraire est, à un certain moment, quand elle est, ou ce livre est fini, c'est un être à part. Et l'auteur n'est plus rien. Donc je prends le texte, pour moi c'est le texte qui parle. Moi je ne parle plus avec l'auteur parce que, bon, si vraiment j'avais un problème, je trouve que j'en ai pas besoin. Mais je considère que c'est ça en fait. Livre, pour moi c'est mon matériel. Moi je travaille dessus, je fais autre chose. Je fais ce livre en polonais. C'est pas mécanique. Il y a un autre livre qui ressort. Le même, mais dans une autre langue. Et dans ce que, pour moi, c'est ça la fierté de traducteur, si j'ose dire. C'est passer un peu de l'auteur à ce moment-là, à cette étape-là, pour pouvoir avoir cette confiance que je crée quelque chose aussi. Oui, effectivement. Donc, je n'ai pas posé des questions à Jean Hatzfeld, jamais. D'ailleurs, il a dit exprès que j'étais le seul traducteur, son traducteur, qui ne lui a pas écrit, pas téléphoné, ne lui posait aucune question. Mais bon, tant pis. Et ça, c'était avant que Maria ne traduise après coup une saison de Machette, sans poser de questions non plus, c'est ça? Non, d'ordinaire, habituellement, j'ai recours à l'auteur quand il est vivant. Ce qui ne m'arrive pas toujours, parce que je traduis presque autant de classiques que d'auteurs contemporains. Mais je leur demande souvent des précisions quand réellement j'ai peur de ne pas comprendre une chose, ou bien il y a une nuance que je veux qu'ils me confirment, une intuition que j'ai. Et des fois, mon intuition, elle n'est pas certaine. Des fois, je suis trop rusée et l'auteur me dit « Mais non, j'avais aucune intention là-dedans, vous voyez trop loin. » Donc, j'aime bien. Et je dois dire que normalement, les écrivains que j'ai contactés, ils ont toujours répondu de manière... On a beaucoup collaboré. Ils ont toujours été très, très, très prêts à parler, à m'éclaircir, à discuter des questions. Mais quand le livre ne me pose pas de problème, je ne contacte pas l'auteur. J'ai traduit 12 romans de Modiano jusqu'à présent, et je vais en traduire combien déjà 8. Il y en a 9 qui m'attendent en rentrant. Et j'ai jamais contacté Modiano. C'est-à-dire que parce que je n'ai pas senti le besoin pour bien faire mon travail. C'est vrai, mais si je peux me permettre, et Anna, je vous laisse tout de suite parler, Modiano, il écrit en français. Oui, mais... Je ne suis pas en train de dire que Jean Hatzfeld n'écrit pas en français, hein. N'allez pas lui dire ça. Oui, non, mais c'était finalement, c'était écrit en français la partie où il parlait personnellement, c'était traduit en français la partie où, et pas toujours, des fois les interviewés avaient parlé en français, autrefois ils avaient parlé et on les avait traduits. Donc finalement, ce que je faisais, c'était la même chose, c'était traduire. Il fallait que je fasse attention, évidemment, à conserver un langage un peu frustre, un peu campagnard, et parfois des expressions qui se déviaient un peu du sens habituel de l'usage de l'espagnol, mais c'était tout à fait faisable, et ça ne me posait pas de problème, donc je n'ai jamais contacté l'auteur. Alors Anna, il y a une particularité dans cette langue, et ça va vous permettre de répondre, c'est que elle est à la fois très simple, hein, c'est effectivement des agriculteurs, des éleveurs, agriculteurs dans le cas des Tutsis, éleveurs dans le cas des Hutus, et en même temps c'est une langue qui est incroyablement imagée, et on n'imagine pas les mêmes catégories sociales en France par exemple, parler avec ce niveau de poésie, la langue du quotidien. Bon, d'abord, c'est vrai qu'entre le premier et le deuxième livre, j'ai baissé
la quantité de questions que je posais à Jean Ratzfeld. Le premier livre, je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vais piétiner chez ta mère. Hein? Je vais rendre visite à la maison de ta mère. Ils utilisent piétiner pour dire que je rends visite à quelqu'un. Donc, humblement, et puis, à un moment donné, tu comprends que ça veut dire je n'ai plus jamais piétiné les collines. Là, on y arrive tout seul. Mais donc, c'était quelque chose que j'avais besoin d'être sûre au début. Et après, j'y arrivais toute seule à faire le lien. Et donc, c'est vrai que des fois, j'ai pensé à traduire avec des mots un peu vieillots. Par exemple, j'aime beaucoup, il faut le dire, fauteur, les fauteurs. Donc moi, j'ai traduit en italien i malfattori. Et i malfattori, parce que c'est pas exactement la même chose que malfaiteur en français, il y a un glissement. I malfattori, c'est quelque chose qui a un côté un peu 19e. Pinocchio pourrait dire il y avait des malfattori dans les strade, non? Quelque chose d'imagé, d'un peu vieillot. Personne ne dit un malfattore aujourd'hui. Mais on comprend très bien. Donc c'était je me suis prise la tête pour comment faire passer ce français qui était très beau, mais qui était quand même un peu à côté, bien. Et par rapport à la langue des tueurs, il faut dire que pas tous les tueurs, c'est des paysans. C'est pas tout à fait vrai. Il y avait des intellos. Quelques enseignants. Oui. Des enseignants. Oui, des enseignants, mais aussi des gens qui, dans la bourgade, étaient chefs de parti, qui avaient dirigé une école. Et j'ai été beaucoup impressionnée par la langue de Joseph Désiré Bitero. C'est le grand criminel. Hein. C'est le chef des Interamwe, donc des milices, des escadrons de la mort. Et c'est quelqu'un qui parle comme Jules César. Je vais vous le lire. Non, vero. Jules César qui dit « J'étais enseignant, j'étais engagé, j'ai obéi, j'ai tué. Veni, vidi, vici. Ero un insegnante, ero impegnato, obbedito, ho ucciso. » C'est quelqu'un qui a... Moi, je suis né Hutu, je ne l'ai pas choisi, c'est Dieu. Joseph Bitero parle comme ça, avec des phrases... Moi, quand je le disais, et voilà, il parle comme Jules César. Et c'est très... et c'est la langue, pour répondre à votre question, la langue monte toute seule. C'est-à-dire, à un moment donné, le français, ça devient très sophistiqué, enfin très poétique et très élevé. Exemple. Et c'est aussi une femme qui parle. Hein. Il dit... Le fautif et la victime vont demander à l'oubli une petite protection. Ce n'est pas pour la même nécessité, ils ne vont pas le demander ensemble, mais c'est au même oubli qu'ils vont s'adresser. Donc ça, c'est une structure que presque tout le monde dans le livre utilise. Tata, 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 comme quoi, tata. C'est très fort. Dans une oreille italienne, tu dis, mais il parle comme thèse, antithèse, synthèse. Hein, tada, j'ai tué, j'étais pardonné, peut-être que. On avait fait des pas dans la vie, on a été coupé, on a reculé. Si je suis pardonné par les autorités, si je suis pardonné par Dieu, je veux être pardonné par mes avoisinants. C'est toujours cette tripartition. Et donc, par rapport à l'expression de l'oubli, ça m'a posé... Enfin, ce n'était pas une question, parce que ça ne pose pas des problèmes de compréhension. Sauf que les Français disent « oublier », et donc ils ont le mot « oubli ». Alors que nous, on dit pas « oubliare ». Enfin, noi diciamo « dimenticare ». Et le mot qui va avec est « dimenticanza ». Mais moi, j'ai essayé, là, j'aimais bien « oubli ». Parce que nous, on a « oblio ». Mais « oblio », c'est très élevé. Et du coup, j'ai gardé oblio, en sachant que je faisais parler cette femme. Et il dit en italien, il colpevole e la vittima chiedono all'oblio un po' di protezione, non hanno le stesse esigenze, non glielo chiedono insieme, ma si rivolgono allo stesso oblio. Et une oreille italienne saisit le registre monte, plus qu'en français.
Maria, si vous preniez à votre tour un exemple d'une phrase ou d'une expression traduite et de ce que vous en avez fait et des questions posées. Après avoir cherché, j'ai trouvé une chose assez générale, parce que évidemment on pourrait mettre beaucoup d'exemples. Et surtout ce qu'il faut dire, c'est que, bon, d'abord, en rapport avec ce qu'on vient de dire, c'est que la langue des campagnes en Espagne, pour les personnes qui sont déjà âgées, est quand même assez imagée. C'est une langue un peu ancienne et assez imagée. Donc, c'était très utile de recourir à cela, parce que finalement, on avait le même ton un peu métaphorique même, ou un peu qui convenait très bien à la forme de parler du livre, des interviewés. Et puis surtout, il y a souvent, ce qu'il y a souvent dans la façon de parler des tueurs, ces euphémismes, évidemment. On évite de dire ceci, on cherche. Donc, ceci, on peut en trouver aussi pas mal, et même dans la langue courante, parce que souvent même plus on est en face d'une réalité dure, plus peut-être on cherche à la dissimuler ou à l'adoucir avec des euphémismes, et c'est très caractéristique aussi de la langue des campagnes. Donc on pouvait trouver en espagnol pas mal de choses qui marchaient très bien. Et dans ce registre-là, de la langue des paysans déjà un peu âgés, qui conservent une langue un peu ancienne. Mais quand même, il fallait aussi conserver quelques expressions qui choquent le lecteur, dans le sens que c'était employé pas dans un sens habituel, mais dans un sens personnel, disons, ce qui donnait un peu le temps. Il fallait qu'ils sentent que c'était des gens qui n'étaient pas évidemment espagnols qui parlaient, et même pas français, mais d'ailleurs, ça il fallait le faire passer. Mais ce que je me suis rendu compte au bout d'un moment, c'est qu'il ne fallait pas que ce soit à la même place, finalement. Pourquoi s'obstiner à ce que le trait qui devait surprendre soit au même endroit en français que dans la traduction? Non. Ce n'est pas une question à ce moment-là, il dit ça, mais c'est le ton général. Donc, à un moment donné, ça ne collait pas. Ben là, c'était plus neutre. Et puis, tout d'un coup, je me trouvais en français, ou dans la traduction du rwandais en français, je me trouvais avec quelque chose qui, en espagnol, je pouvais rendre très bien cette impression-là, mais qui, par contre, en français, non, là, il n'y avait rien de particulier. Mais ça m'était égal. Ce qu'il fallait, c'est que le ton général y soit, que ce soit l'impression du lecteur à la fin qu'il garde cette impression-là. Donc ça, je le fais continuellement. Il serait trop long comme ça de faire une liste, ce serait très ennuyeux d'ailleurs. Mais il y a un moment, je me suis centrée, pour pouvoir donner juste un exemple, sur quelque chose que j'ai noté d'ailleurs, pour ne pas l'oublier en cours de route. En français, on parle parfois de fuite, de prendre la fuite, mettre une fuite entre une telle chose. Et en espagnol, pour ça, on emploierait le verbe escapar habituellement. La fuite en espagnol, huir, c'est le verbe escapar qu'on utilise habituellement. Alors, je suis passée à une expression moins courante, c'est la huida. C'est un peu ce que Diane a aussi pour l'oubli. Donc, alors, on emploie des expressions avec le mot huida qui est moins courant et moins utilisé. Je pouvais donner justement cette impression d'une expression utilisée d'une manière peu habituelle. Ça, c'est un exemple au hasard parmi beaucoup d'autres. Jacek, est-ce qu'il y aurait un exemple qui vous viendrait comme ça en tête d'un mot, une expression, oui, une formule Je crois que de toute façon, ce livre-là, il faut le traduire presque littéralement parfois, parce que même dans ce bled qui raconte, c'est un village en fait, il y a les cabarets. Ben, j'ai laissé les cabarets, c'est marrant, c'est même... n'est-ce pas, les cabarets dans le sens, un bar où on boit de la bière qui s'appelle Primus, qui est moins cher, ou alors on boit aussi Uragua, le vin de palme, qu'on produit à la maison aussi. Et c'est des trucs où il n'y a que les hommes, enfin, plutôt les hommes qui boivent, c'est les cabarets. Il y en a plusieurs dans les rues de Nyamata qui comptent, je ne sais pas, 30 000 habitants, non, même pas 3 000 habitants, plutôt. Il y en a plusieurs des cabarets. Moi, je laissais les cabarets, ça fait marrant, ça fait un peu l'ambiance locale, il faut le rendre. Et, pareil, toutes ces constructions concernant le ton. On ne peut pas faire autrement que laisser ces gens dire le ton m'a dépassé. Le ton m'a laissé
derrière son dos un truc, mais il faut le rendre comme ça, parce que ces gens parlent comme ça, et comme ça, ils nous sont proches. Comme vous avez dit tout à l'heure, qu'en espagnol, on trouve qu'il est imagé, le langage des paysans espagnols. Mais c'est la même sensation que j'ai dans la langue polonaise, et qui fait que ces gens commencent à vivre dans des autres langues. Et je crois que ce français que Jean Hatzfeld a utilisé pour rendre ces paroles africaines, en fait, c'est juste une transmission qui permet de connaître ces paroles et qui sont facilement compréhensibles, accueillis en Pologne, en Espagne, en Italie, etc., etc., etc. Ça, c'est ça qu'il a réussi, Jean Hatzfeld, en fait. C'est étonnant. Je vais vous proposer de préparer une ou deux questions, si vous en avez. C'est étonnant de vous entendre, parce que j'ai le sentiment que cette langue, la langue de ces 3 livres, vous paraît moins étrange à vous qu'elle ne résonne de façon étrange pour moi, et je crois de manière générale pour les Français. Avec cette particularité, je ne l'ai pas dit en introduction, mais que me confiait Jean, me disait en fait, parce qu'évidemment, il ne dit pas qui est traduit de la langue rwandaise en français par les Rwandais qui parlent français et qui parlent directement en français. Il aurait pu l'expliciter, il aurait pu donner une méthodologie, il ne le fait pas. Et une des raisons de la justification qu'il donne a posteriori, c'est de dire personne, ni en France, ni au Rwanda, n'a jamais été capable de dire qui, dans les extraits de paroles, qui s'était exprimé dans la langue rwandaise et qui s'était exprimé directement en français. Finalement, tout ça s'est confondu dans une seule et même langue. Mais il me semble, oui, que pour un public français, elle résonne plus étrange peut-être que pour vous. Et c'est intéressant d'entendre ça. Est-ce qu'il y aurait un micro? Merci beaucoup. Oui, non, oui. Merci. On prend peut-être une ou deux, 3 questions, puis ensuite on reprend, puis on revient vers les questions. Oui, donc ce que je voulais dire par rapport à ces livres, quand j'ai découvert, quand j'ai lu le premier de ces livres, j'ai été bouleversé par cette langue, par la beauté de cette langue. Et puis, en tant que traducteur, je me suis quand même rapidement posé la question de savoir donc, ce dont tu viens de parler, c'est-à-dire qui parle. Est-ce que tous ces gens parlaient français? Et j'ai été très rapidement gêné par le fait que rien n'était expliqué sur ce problème-là. C'est-à-dire que le lecteur qui ne fait pas attention, ce qui est souvent le cas pour des traductions, le lecteur ne fait pas attention, tous ces textes étaient écrits en français. Or, moi, je me doutais bien que tous ces textes n'étaient pas écrits en français. Et surtout après ce qui nous a été dit hier, par exemple dans la conférence de Florence Hartmann, je pense maintenant à une autre question, c'est-à-dire que les textes des génocidaires qui ne parlent pas français sont traduits par des génocidés. Par innocents, absolument. Oui. Et donc, ça, je n'y avais encore pas pensé avant hier. Ça me pose un problème quand même, parce qu'en plus, on arrive en plus à un 3e niveau de traduction, c'est-à-dire traduit en polonais, traduit en espagnol, traduit en italien, alors que vous ne savez pas que ce texte que vous êtes en train de traduire est un texte réellement en français ou un texte dit dans la langue du Rwanda qui est ensuite traduit en français. Et en plus, d'un génocidaire traduit par quelqu'un qui fait partie de ceux qui ont été opprimés. Donc voilà une question que je me pose. Alors, je vais faire comme si j'étais un tout petit peu Jean Hatzfeld, mais un tout petit peu, mais parce que j'ai un élément de réponse. Sinon, je le ferai pas. Non, un des éléments de réponse, puisque je lui ai posé cette question, évidemment, c'est qu'il s'est rendu compte
Et il m'a dit que ça avait été un des gros problèmes. Qu'en fait, lui dit que tout ça, c'est un gigantesque problème de traduction pour lui. Mais donc, concernant la traduction des tueurs par Innocent, en fait, il s'est rendu compte que Innocent ne traduisait pas un certain nombre de choses. Bon, et il s'en est rendu compte parce que il faisait toujours des entretiens de 2 heures avec les tueurs. Et puis, il savait en gros ce que ça faisait 2 heures en rwandais, puisqu'il avait déjà fait les rescapés. Et puis, il avait toujours beaucoup moins. Et puis, plus ça allait, plus il avait de moins en moins. Et donc, il a fini par interroger d'une part Innocent, qui lui a dit, bah oui, il y a 2 choses que je traduis pas. Les choses qu'ils ont déjà, en gros, au fur et à mesure, Innocent, semble-t-il, se lassait d'entendre un certain nombre de choses et donc ne le traduisait plus. Et l'autre chose, mais qui est évidemment essentielle, c'est que Jean Hatzfeld me disait que Innocent ne traduisait pas les mensonges. C'est énorme. Ça pose donc quand même beaucoup de problèmes. En considérant que c'était vraiment pas la peine de retranscrire du mensonge et que ça allait faire des textes bourrés de mensonges. Et donc, en fait, ce qu'a fait Hatzfeld, c'est qu'il avait donc les bandes, il a tout ce qui concernait les tueurs, toutes ces traductions ont été revues plusieurs fois par d'autres Rwandais qu'Innocent, de sorte de rétablir les mensonges et la répétition. Ouais, c'est un bout de réponse, mais importante. Si on se tourne vers vous, est-ce que ce sont des questions que vous vous êtes posées en cours de travail, le fait que vous traduisiez, par exemple, des tueurs interprétés par un rescapé? Mais finalement, c'était ce qu'avait voulu l'auteur. Il avait brouillé les pistes d'une manière consciente. Pourquoi le traducteur doit aller plus loin que l'auteur et réviser ses critères et ses choix? Mais si j'ai bien compris, le traducteur, il trahit tout le temps. Alors, pourquoi pas là? Ah non, parce que moi je partage pas. Je partage pas l'auteur italien, pas du tout. Donc, comme lecteur ou comme je sais pas, comme personne intéressée à la littérature ou à la politique, je peux poser ces questions et je me les pose même. Mais comme traducteur, non, je n'ai pas à me les poser. Anna Jacek, vous répondez de la même façon? Moi, je me suis posé la question par rapport au style de français qui ressortait. Et pour moi, ça me donnait une explication si je pensais à Innocent qui traduisait. Parce qu'Innocent, c'était un prof, c'était un enseignant. Donc je me disais, quand même, cette façon d'organiser la pensée, ça vient d'une école française où on enseigne, on apprend aux enfants Et nous, on apprenait, si vous voulez. Nous, on n'a jamais eu ça, les Italiens. Ce qui pose problème dans les relations transfrontalières, on n'est pas tripartis. Non. On est plutôt comme ça. Et du coup, je me disais, tiens, quand même, ces paysans, déjà, je me sentais plus proche de quelqu'un de la langue de Bitero, justement, parce que sans le savoir, je me sentais proche de gens qui parlaient directement en français. Avec ce français où il y a énormément de catéchisme, de Bible, et en étant une personne issue d'un pays catholique, c'était quelque chose qui, tout d'un coup, ça me parlait. J'étais familier. Oui, c'était quelque chose qui n'était pas si loin que ça de ma tête. Alors que dans le Nu de la vie, que je n'ai pas encore traduit pour la publication, mais j'y travaille depuis un bon moment, ça c'est différent parce que les femmes, les cultivatrices qui sont interviewées, parlaient en Kinyarwanda. Et elles étaient, ça je le savais dès le début, elles étaient toutes traduites par Innocent ou d'autres. Et là, oui, en effet, tu te dis, mais cette cage en tripartition, est-ce que c'est quelque chose de superposé? C'est quelque chose... Enfin, évidemment, c'est des questions qui flottent. Je crois que Jean Hatzfeld, il a déjà fait ce travail. Il nous donne le produit de son travail, il lui donne même le titre. Il appelle la stratégie des antilopes.
c'est aussi une citation, n'est-ce pas, cette stratégie des gens qui courent dans la montagne. Par contre, c'est un autre groupe qui se cache dans la montagne et qui doit courir toute la journée en se dispersant comme les antilopes avant l'attaque d'un fauve. C'est Jean Asfeld qui a donné ces titres et il a déjà choisi les histoires. Et comme on accepte ces livres dans cette forme, alors après, je crois que moi je ne me suis pas posé cette question en fait, parce que pour moi l'objectif était de le rendre en polonais, ce texte-là qui existe déjà. Et parce que ces histoires sont tellement fortes, c'est pas seulement les anecdotes, comme avec ce monsieur sur la chaise, où on peut en citer plein d'autres, mais aussi il y a des histoires longues, bien composées, mais c'est raconté par une paysanne, par une femme d'une famille pauvre qui dit qu'avant tous ces événements, on était, je sais pas, dans la famille, on était 8 enfants par exemple, mais c'était bien, on avait du lait à notre faim. C'est très simple. Hein. Et tout à coup, elle se retrouve à courir dans le chemin avec ses enfants. Et ça devient comme une tragédie grecque. Parfois, ça a une dimension incroyable, hein, très très fort, mais c'est réel. C'est des paroles très vraies. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres questions ? C'est pas vraiment une question, c'est en écho à ce que disait Maria au début et que j'ai ressenti très fort quand il s'agit de traduire la guerre, où le traducteur n'est pas lecteur, et cette distance qu'il faut prendre pour se protéger soi déjà de cette horreur dans laquelle on baigne pendant des jours et des jours, et de pouvoir retransmettre, justement, arriver à transmettre sans affect, sans parti pris, sans mettre sa propre sensibilité, mais en étant vraiment au service du texte et de ce que l'auteur a voulu dire. Voilà, donc j'étais contente d'entendre ça parce que je l'ai ressenti très très fort et je n'avais pas eu l'occasion de le partager. Et voilà, une distance, voilà, on traduit, c'est un travail et c'est pas, on ne doit pas être trop dedans, on ne doit pas être trop affecté par ce qu'on traduit. Voilà. Pas d'affect, Anna ? Alors, c'est Sylviane Lamoine, pardon. Dans le travail, hein, je veux dire. Oui, mais ce que Marie a dit est très vrai, très juste. Il y a une grande réserve dans ces textes. Hein. Oui. C'est bouleversant et en même temps, il y a une grande réserve et une grande pudeur dans la parole. Et donc, en fait, c'était ce qui était très... Alors, en étant italienne, et en plus une italienne du Sud, on est un pays qui a besoin, enfin une langue, une culture, un grand homme de théâtre italien, Luca Ronconi, disait qu'au théâtre, les Français écoutent et les Italiens regardent. Et c'est très important. C'est-à-dire, il faut que quelque chose se passe. C'est pas que la musique de la langue. Et j'ai traduit pendant des années du théâtre français en italien. Et je peux vous dire que c'était grand-chose, pour citer une expression. C'est magnifique, ça. Hein. C'était grand-chose. Parce que je me souviens, par exemple, d'un auteur, Philippe Mignana, dont j'ai presque tout traduit. Donc, évidemment, hein, il n'y a pas des feux d'artifice qui se passent, non ? Et donc, évidemment, essayer d'attraper les Italiens, de les coller dans un fauteuil et qu'ils écoutent, au lieu de vous regarder quelque chose d'extraordinaire et fantastique qui se passe, c'était un sacré boulot, grand-chose. Donc, par rapport à ce livre, ce qui m'a frappé, c'est que, tout en traduisant, en ayant plus ou moins d'empathie, ça dépend de la personnalité et aussi du fait que c'était le premier genre de livre comme ça qui était tombé qui était tombé comme ça dans les mains, c'est que ça m'évoque pas des images. C'est-à-dire, c'est un livre
qui déclenche pas des scènes de cinéma dans ma tête. Je n'ai pas une vision visuelle, hein, un déroulement visuel avec des gens qui... J'y arrive pas. Et c'est difficile qu'un Italien ne monte pas un film de quelque chose. Parce que nous, on a cette tendance, bon, il faut voir, on imagine les gens qui... Eh ben non, impossible. Enfin, et les gens, bon, le fait que pour moi ce soit impossible, c'était pas peut-être très intéressant, mais c'était impossible pour les lecteurs aussi. Donc il y a des gens, parce qu'il y a des gens qui ont écrit à la maison d'édition en disant que il y en a déjà qui disaient pourquoi il n'y a pas de photos, pourquoi il n'y a pas de photos, pourquoi il n'y a pas d'images, non? Non, parce que ça choque les Italiens comme ça une histoire. Et donc il y a eu une journaliste qui m'avait appelée en me disant « Mais est-ce que c'est sanglant ?» Je veux dire, hein, sanglant. Et j'ai dit ben, « C'est un génocide. » Voilà. Et la couverture de l'édition italienne, et je dis ça parce que je peut-être pas inutile. Le titre italien, je suis absolument pas d'accord. Ils ont cassé l'idée de la saison de Machette. Ils ont traduit à coups de machette. Impossible de les faire raisonner. Et c'était la parole passe au tueur du génocide au Rwanda. Donc c'est un truc. Évidemment, les gens à coups de machette, ils cherchaient des images de machette. Il n'y en avait pas. Et donc, tout ça pour dire que j'ai insisté à la fin du livre pour mettre une petite note du traducteur pour expliquer que cette histoire de la saison n'était pas n'importe quoi, mais c'était lié au travail agricole. Et c'était une des raisons, c'est la culture paysanne qui rentrait puissamment dans le livre. Et ne serait-ce que le titre italien cassait tout ça. Et ça, c'est peut-être intéressant de citer ça. Oui, puisqu'on parle du titre, justement en espagnol, il y avait un petit problème, c'est que le mot estación veut dire plusieurs choses en espagnol. Estación, c'est une gare, c'est une saison, et c'est d'autres choses encore. Donc, on risquait d'être peu précis dans le titre si on gardait la station dans le sens des cultures ou le sens agricole. Alors finalement, j'ai choisi temporada, qui finalement c'est un peu la même chose. C'est la temporada de la siega, c'est l'époque de la moisson, par exemple. Ça, pour le titre, il y avait un petit problème, mais qui a été facilement résolu. Et pour ce qu'on parlait avant de l'implication du traducteur, le traducteur doit s'impliquer beaucoup, oui, mais où et avec qui? Voilà, ce qu'il faut décider, c'est ça. Alors évidemment, on s'implique avec l'écrivain. On ne peut ni aller plus loin que lui, ni rester, ni en dire moins que lui. C'est-à-dire qu'il faut s'impliquer très, très, très à fond, mais avec la personne qui a écrit et ses intentions. Il faut faire très attention à ne pas aller trop loin, mais à ne pas rester trop court. Alors ça, c'est l'implication. Et des fois, je traduis des livres enthousiasmés, d'écrivains enthousiasmés par quelque chose qui ne m'intéressait pas du tout personnellement. Mais comme sa traductrice, j'ai dû transmettre cette passion que je ne ressentais pas personnellement, mais ça, c'était pas important. Comme lectrice, je peux dire, bon, je ne le finis pas parce qu'il m'ennuie et ça ne m'intéresse pas. Mais comme traductrice, il fallait que je partage la passion, non pas la mienne, mais la passion, évidemment, de l'écrivain, et pour le reste aussi. Alors, si un livre est neutre devant des atrocités, ben, je ne peux pas me transmettre mon émotion, mais justement transmettre une neutralité ou une indifférence. Alors, le traducteur s'implique absolument à 100%, mais pas avec ce qui est dit, mais avec ce que l'auteur voulait dire. Vous voulez ajouter quelque chose, Jacek, là-dessus? Quant à la question, effectivement, parce que le traducteur, il travaille dans la langue, et c'est ça son matériel. Donc, et
Et c'est tout. Et même, il m'arrive de toute façon, je crois que ça arrive à chaque traducteur, parce qu'on lit, on est le lecteur le plus attentif des livres de toute façon, parce qu'on doit traduire chaque phrase, chaque mot ou chaque phrase, disons, chaque phrase présente de l'original dans la traduction. Donc on travaille sur chaque phrase et ça nous prend du temps. Donc on lit beaucoup plus attentivement qu'un lecteur, c'est sûr. Ça nous prend beaucoup plus de temps. Alors il m'arrive de corriger l'auteur, parce que parfois je prends une phrase, j'essaie de la traduire. Alors je cherche une traduction d'un verbe français. Mais bien sûr, le verbe, je cherche, je tombe sur le verbe juste polonais, mais il existe en français aussi ce verbe juste. Pourquoi l'auteur ne l'a pas utilisé? J'aurais beaucoup moins de travail. Ça arrive, hein? Donc... On va prendre une question. En vous écoutant, Bernard, je me dis que, en fait, de temps en temps, on pourrait confronter la parole des traducteurs à celle de comédiens qui disent des textes. Parce que sur le rapport au texte et à la manière de l'entendre et de le dire, peut-être là, il y a un dialogue. Ça s'entend. Il y avait une dame ici. Marguerite Pozzoli. J'avais une question à poser, effectivement. Vous avez un petit peu anticipé quand vous avez parlé du titre. Moi, je voulais vous demander, étant donné que la langue est tellement importante et que les distorsions de la langue et que l'utilisation de mots qui ne correspondent pas à l'attente de lecteurs, qui sont étranges, qui sonnent de manière dérangeante, sont si importants, finalement, pour rester, comme disait Antonio Prete, à l'ombre de l'autre langue et pour ne pas la coloniser. Je voulais savoir quelle relation vous aviez eue justement avec les éditeurs et si vous n'aviez pas eu de difficultés quelquefois à faire accepter ces décalages. Parce que vous avez dit par exemple que pour le titre, vous n'avez pas pu conserver le même. Et ma question s'adresse à vous trois justement. Jacek, vous voulez commencer ? Parce que justement, je pensais à une autre histoire que j'avais, mais pas avec les livres de Jean Hatzfeld. Mais je traduis il n'y a pas longtemps Jean Genet, son dernier roman, qui s'appelle Un captif amoureux, qui compte quoi, 500 pages quand même, de Jean Genet. C'était une aubaine. Bon, difficile, hein, il faut le dire. Hein. Déjà, c'est grand machin. Et puis la première page, c'est rempli d'une phrase. Hein. Compliqué. Mais donc, Un captif amoureux. Et l'éditeur, à la fin, ils m'ont contacté. Ils ont dit qu'il voudrait bien, peut-être la rédactrice en chef, elle voudrait bien changer le titre pour que ça marche mieux. Donc, elle propose peut-être Prisonnier de l'amour. Il n'y a pas que nous. Truc comme ça, quoi. Mais, pour vendre, peut-être. Mais je me suis dit, Jean Genet, de toute façon, il ne va pas se vendre à cause d'un titre alléchant, non. Je dis non, parce que Jean Genet, il va me tuer. Bon, il est déjà mort, mais je peux pas. Mais avec Hatzfeld, vous, en l'occurrence, sur ces livres-là, pas eu de problème ? Ici, j'ai eu un problème sur ces livres, sur le dernier. Parce que le premier qui était publié en Pologne, c'était la stratégie des antilopes. Ensuite, il y avait une saison de Machette. À la fin de la saison de Machette. Et là, ça c'était une histoire très... Bon, j'ai reçu une rédaction déjà faite par quelqu'un. Je n'arrivais pas à comprendre parce que tout était foutu en l'air, si j'ose dire. Tout mon texte est complètement par un rédacteur. Parce qu'il ne pouvait pas comprendre. Justement, pour moi, déjà, la langue de Jean Hatzfeld est devenue tellement familière que j'étais étonné. Pour quelqu'un d'autre qui l'a pris comme ça, qui a vu toutes ces métaphores, toutes ces tournures de phrases qui sont propres à ce style de ce livre, de ces gens qui parlent. Donc, il a essayé de faire mieux. J'étais obligé de retourner parce que quand je traduis, je connais ces textes par terre, carrément. Donc ça m'a fatigué, ça a pris 2 jours quand même. J'ai restitué la version originale de la traduction. Et bon, c'est ça qui m'est arrivé avec, justement, c'est une seule fois dans ma carrière de traducteur que j'avais une chose comme ça, quelqu'un qui n'a pas saisi le sens et il a voulu faire mieux, quoi. Ça peut arriver aussi, hein, des fois.
Ah si, bien sûr, si vous avez envie, Maria. Non, je voulais dire que traduire les titres, c'est peut-être une des choses les plus délicates de la traduction d'un livre. Ce n'est pas évident, la traduction des titres. Et là, en Espagne, et je suppose que c'est partout pareil, on a affaire à des éditeurs intelligents et des éditeurs moins intelligents, ou pas intelligents du tout, ou qui laissent leur intelligence à part, dans le sens de je veux que le titre attire le lecteur, même si ce n'est pas un titre qui reflète le livre. C'est toujours de longues disputes parfois entre le traducteur et l'éditeur pour la traduction d'un titre. Des fois, on a le dessus, et des fois, on l'a pas. Et il faut dire que plus on vieillit, plus on traduit et plus on acquiert un peu plus d'autorité comme traducteur, on a davantage la chance de pouvoir imposer parfois les titres qu'on trouve justes. Mais pour arriver là, il faut vraiment vivre pas mal d'années et traduire pas mal. Madame. Merci. Je voudrais poser deux questions. Vous vous présentez, s'il vous plaît? Pardon, Françoise Villemar. Je voudrais poser deux questions. Alors la première, c'est une question vraiment technique et qui va peut-être vous surprendre. Mais je suis traductrice littéraire aussi, je traduis des livres où l'affect agit sur moi, enfin l'affect est réveillé en moi parce que je lis effectivement. Mais techniquement, comment un traducteur pourrait-il introduire dans sa traduction son émotion? Je ne comprends pas. Ce matin, au Croissant littéraire, j'ai lu un extrait du journal intime d'une Berlinoise qui est violée par les Russes à la fin de la guerre. Et j'ai lu un passage de viol particulièrement dur. Je ne vois pas comment j'aurais pu introduire dans ma traduction mon émotion. Comment? Moi, je traduis des mots, elle se distancie du viol, elle dit il s'approche de moi, il m'arrache mes vêtements. Est-ce que, selon vous, introduire mon émotion serait dire ce salopard, ça grippe? Je ne sais pas. Un bon traducteur n'introduit jamais son émotion. Je ne comprends pas. Pour moi, c'est un faux problème. Oui, mais moi, j'ai pas dit le contraire. C'est-à-dire non, le mais fait je crois que c'est Maria qui a dit ça, Maria Teresa. Il faut pas. Non, vous êtes parfaitement d'accord. Tout va bien. Mais non, tu as répété ce que je voulais te dire. Alors, non. Mot par mot. Je me suis mal exprimée. Ce que je veux dire, c'est que cette question ne doit même pas être posée. Tu as dit, en tant que traductrice, je ne dois pas introduire mon émotion. Ma question est, comment un traducteur pourrait-il introduire son émotion? Est-ce que vous pourriez me donner une phrase bien traduite sans que vous introduisiez votre émotion? Et ce que ça aurait été si vous aviez introduit votre émotion? Oui, c'est ça que je ne comprends pas. Mais le thème a sauté là sur la table parce que justement, il y avait dans l'air flottait justement la question de comment il fallait s'émouvoir ou ne pas s'émouvoir en traduisant ce livre-là. Et alors, du moment que la question était dans l'air, il fallait répondre, il faut dire « il ne faut pas s'émouvoir ». Non, parce qu'en l'occurrence, Jean Hatzfeld m'a dit qu'une part des traductions, dont certaines d'ailleurs ont été refaites à sa demande, après que des lecteurs, des amis lecteurs lui en aient parlé, certaines traductions avaient été faites comme des traductions militantes, c'est-à-dire privilégiant la précision. On montre bien qu'une goutte de sang, c'est une goutte de sang, une machette, c'est une lame, et d'aller vers une forme d'efficacité journalistique. Au fond, je crois que c'est ça que par des déformations lexicales. D'où le fait que en trahissant, le problème s'étant posé, non, merci. Là, vous répondez à ma question. Au lieu de dire machette, on dit lame tranchante. OK. Donc, sur le plan lexical, en changeant les mots, vraiment, donc en trahissant vraiment. En les déplaçant vers une forme de réalisme cru, là, par exemple. Je suppose que c'est une des manières possibles, il doit y en avoir d'autres. Voilà, ça c'est le traducteur engagé, comme les traducteurs féministes qui considèrent que c'est du militantisme. Voilà. Merci. Là, vous avez répondu à ma question. Oui. Alors, il y avait une deuxième question. Oui, c'est à monsieur le traducteur polonais. Monsieur, pardonnez-moi, mais je ne comprends pas très bien comment vous pouvez savoir que le mot dans l'original n'était pas juste et que le vôtre l'est plus en traduction. Parce qu'un auteur, tout de même, a pour vocation aussi de s'écarter de la norme, justement parce que c'est un auteur et qui ne prend pas
J'ai pas très bien compris non, je parlais ça. pas de ça. Je parlais des phrases toutes simples où il y a pas. C'est pas sorcier, tout simplement. Quelqu'un qui écrit, il était un peu négligent là, à ce moment-là. Il a mis un verbe approximatif qui n'est pas juste, qu'on peut bien remplacer. C'est ça qui est frappant parfois pendant la traduction, justement, qu'on corrige l'auteur. Parce qu'on lit très attentivement. Parfois, l'auteur ne se rend même pas compte. Il ne se lit pas aussi attentivement que le traducteur le lit souvent. Parfois, peut-être. Il y a des phrases. Je ne peux pas vous donner exemple maintenant, malheureusement, parce qu'il faudrait réfléchir un peu plus longtemps en silence et solitude. C'est pas le cas. Mais justement, c'est ça. Je parle pas des métaphores, des mots recherchés. Je parle des phrases toutes simples ou abstraites à un certain niveau, où l'auteur utilise un verbe, et moi je cherche longtemps à le traduire, parce que dès que je le mets son correspondant polonais, ça marche pas, c'est un peu lourd, c'est pas bon, certainement paf. C'est ce verbe-là en polonais, mais je dis ce verbe-là, il existe aussi en français, il fallait le mettre, et tout de suite la phrase est vivante, elle fonctionne. Ça arrive, hein. C'est pas que je corrige. Non, ça arrive. Mais sinon, bien sûr qu'il faut que le texte soit fidèle, et surtout que je crois que le traducteur, c'est quelqu'un qui doit être réceptif, qui doit sentir le texte dès qu'il le sent, dès qu'il a une culture suffisamment suffisante pour comprendre le texte et ses dérivés. À partir de ce moment-là, il le traduit dans sa propre langue en essayant de recréer le même état d'émotion, à peu près le même texte, quoi. Mais pas le mot à mot, bien sûr. Mais je m'obstine, parfois je corrige les auteurs. Non, mais c'est là, si je peux me permettre, qu'il y a une différence entre un texte d'auteur et un texte qui retranscrit ou qui traduit la parole des victimes. Parce que ce qui fait, me semble-t-il, la qualité exceptionnelle de la langue et des expressions qu'utilisent en particulier les rescapés, c'est précisément l'expérience du génocide. C'est-à-dire qu'ils ont de temps en temps, par exemple, si on prend le titre du premier dans le nu de la vie, en fait c'est une citation. C'est une citation d'une femme qui est Sylvie, en l'occurrence, qui, à la fin de son témoignage, raconte comment, après avoir vécu tout ça, elle est rentrée chez elle et comment elle avait été en contact avec ce qu'elle dit elle-même. Elle le nomme comme ça. J'avais rencontré le nu de la vie. Et évidemment que ces expressions ne sont pas des expressions d'auteur, en réalité. Ce ne sont pas des images d'auteur, c'est des images de gens qui ont connu le génocide. Et peut-être là, il y a quelque chose de singulier à ce travail en particulier. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont à la fois extrêmement simples et totalement évocatrices parce qu'elles sont sorties de la bouche de gens qui avaient fait l'expérience du génocide et non pas simplement d'un écrivain. À travers le filtre de l'auteur, quand même. À travers le filtre de... Donc, oui et non, puisque les phrases ont été prononcées. Oui, elles ont été prononcées, mais ce serait très différent de traduire les enregistrements tels quels. On aurait dû envisager de manière différente que de traduire ce qui nous est présenté, qui a déjà un filtre entre la réalité et ce que nous lisons. Il y a eu déjà l'intervention. Donc, on aurait dû envisager de manière différente la traduction des témoignages tels quels, de la transcription, la traduction des enregistrements, que de ce que nous lisons, qui a déjà été, disons, dans le bon sens du terme, manipulé. Il y avait une question au fond à droite. Oui, je suis Lise Kaya, traductrice d'italien. Je voudrais juste réagir sur ce qui vient d'être dit à propos de l'émotion du traducteur. Excusez-moi, mais pour moi, une bonne traduction sans émotion, alors peut-être que le mot a été mal choisi, mais il n'y a pas de bonne traduction sans émotion. Alors, on peut parler de réceptivité, le mot était employé juste après, mais alors, il ne s'agit pas de rendre plus sanglant que sanglant un récit qui est un texte
d'auteur ou de témoignage, m'importe, mais il y a une émotion dans une sensibilité indispensable dans le rapport au texte et le rendu. Comment aller vers sa langue et trouver le mot si on ne le ressent pas? Donc l'émotion, si ça signifie pour vous rendre ultra sanglant un texte qui n'est que sanglant, oui d'accord, très bien, mais le traducteur n'est pas un être froid et détaché et qui n'a que pour mission de rendre un mot par un autre. Et je ne peux pas croire que vous, là-bas, en traduisant ce texte, vous n'y avez pas mis un peu d'émotion, parce que ça passe par une intériorisation. Non, mais bien sûr. Okay. C'est déjà, je considère que, enfin, je parle pour moi, mais quand je pense à mon métier, je me considère un cartographe dont le territoire soit le texte, et moi, je m'occupe de tracer une carte du texte. Évidemment, tout ça m'aide à m'expliquer le fait qu'il peut y avoir autant de cartes que l'on veut, comme autant de cartes d'un même territoire, que les cartes vieillissent, qu'il faut en refaire de nouvelles, et qu'il faut garder une cohérence de la carte qu'on trace par rapport à un territoire. Un ami qui est un grand scientifique m'a dit « Souviens-toi, la carte n'est pas le territoire ». Ce qui est une phrase qui peut paraître banale, ça m'a fait venir une émotion. J'ai dit oh, c'est vrai, la carte, c'est pas le territoire. Et quand on traduit, dans ma tête, ça m'aide beaucoup l'idée d'avoir un texte qui est fait de montagnes, de rivières. Ça monte, ça descend, puis il y a des lacs. Et toi, tu es un cartographe qui essaye de tracer quelque chose qui fasse passer l'idée du territoire à quelqu'un qui va avoir une carte. Parce qu'il faut être aussi assez humble. C'est-à-dire, quand je posais des questions à Jean Hatzfeld, j'avais la sensation d'un cartographe qui n'était jamais sorti de son petit bureau et qui posait des questions à un explorateur. Et on avait cette sensation de décalage. Et lui, il s'y prêtait, je crois, avec une pointe de satisfaction, parce que lui, qui avait posé des questions pendant 15 ans, il y avait quelqu'un qui lui en posait quelques-unes. Voilà. Non, mais bien sûr que le traducteur a une sensibilité. Et une grande sensibilité, sans cela, il ne pourrait pas être traducteur. Mais sa sensibilité consiste à épouser la sensibilité de l'écrivain qu'il traduit et à changer de sensibilité à chaque livre. Parce que sensibilité à lui, quand il ne traduit pas, est une chose. Et une autre, c'est quand il est en train de traduire. Donc, à ce moment-là, sensibilité, c'est sa capacité d'avoir les émotions et les goûts et les rejets de la personne qu'il traduit, pas la sienne. Évidemment, pour cela, il faut une sensibilité, une énorme sensibilité. Ce qu'il faut, c'est ne pas mettre sa sensibilité à lui dans le texte, mais d'être capable de transmettre celle de l'écrivain qui est en train de traduire. C'est tout à fait différent. Vous voulez ajouter un mot ? Un petit mot. Je pensais déjà à autre chose, mais là on parlait justement de cette sensibilité. Mais bien sûr, hein, sensible, le traducteur, il est sensible. Mais je crois que Jean Hatzfeld, justement, il nous met à l'épreuve parce qu'il raconte des choses incroyables, vraiment atroces et sans aucun commentaire. Justement, c'est très laconique en fait, parce que c'est les gens qui parlent, c'est les témoins qui parlent, mais ils racontent sèchement. Ils racontent, on était là, on s'est caché dans la boue, on restait toute la journée, comme ça ils racontent. Et il faut les suivre, hein, il faut trouver les mots justes pour que ça soit fort, ça redonne la chose. Il n'y a pas cette question ne se pose pas, parce que c'est raconté d'une manière assez laconique quand même. Il faut traduire le texte. Hein. Nos émotions, c'est autre chose, quoi. Elles sont là, quoi, quelque part, mais on ne les exprime pas dans le texte. Dans le texte, on traduit le texte, tout simplement.
Il faut qu'on s'arrête. Alors je propose que, d'abord, on peut continuer autrement. D'autre part, je propose de ne pas conclure, mais en revanche, de vous donner une information précieuse. L'oiseau au plumage rouge écarlate, noir et jaune, très présent sur les collines, avec le suimanga à longue queue, autrement dit, le rossignol philomèle, s'appelle le gonolec. Ça, c'est pour vous, monsieur. Je vous en prie. Et d'autre part, pour être tout à fait exact et terminer sur un des mots du livre, et en l'occurrence dans le nu de la vie. Donc c'est une expression qui vient à Sylvie. Sylvie, elle a eu la chance de sauver sa peau ainsi que celle de son mari et de l'essentiel de ses enfants, voire tous ses enfants. Et donc elle est arrivée à Nyamata après le génocide et elle s'est engagée comme assistante sociale et depuis elle s'occupe des gens qui ont été plus touchés qu'elle. Et donc elle dit à Jean Hatzfeld... Voilà, par la suite, au mois de septembre, j'ai appris qu'une organisation canadienne cherchait une assistante sociale. Je me suis présentée à l'entretien, j'ai attrapé le boulot. J'ai commencé à voyager sur les collines, alors j'ai regardé dans le nu de la vie. Merci à vous trois.